Bonjour, c'est Corinne. Vous écoutez Remarquable. Bienvenue. Remarquable, c'est l'histoire et l'art en balade. Dans ce podcast, on pousse les portes de notre patrimoine, surtout les petites. On découvre des personnages et des histoires connues et moins connues. On admire le beau parce que cela nous met en joie. Le temps d'une balade, au cœur d'un site pour s'imprégner du lieu, pour mettre dans vos oreilles des choses à ne pas manquer. Allez, viens, je t'emmène. Pour la saison 3 de Remarquable, on met le cap sur la Normandie. Je vous emmène dans le Calvados pour une visite immersive de la ville de Bayeux. On se retrouve chaque vendredi pour découvrir les joyaux de la capitale normande en compagnie d'historiens locaux, tous aussi passionnants les uns que les autres. Au programme, la fameuse tapisserie de Bayeux, la cathédrale Notre-Dame et le vieux Bayeux. Pour ne pas manquer le prochain départ, c'est très simple. Il suffit de s'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Et pour m'encourager à poursuivre ce travail passionné, prenez une petite minute pour déposer des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. C'est très important pour moi de voir que vous êtes là et pour m'aider à faire découvrir ce podcast aux autres. Un grand merci à vous. Première étape de notre découverte de Bayeux, le musée de la tapisserie. C'est lui qui attire en premier lieu les touristes à Bayeux, et pour cause. La tapisserie de Bayeux est l'un des rares documents classés Mémoire du monde de l'UNESCO qui soit exposé au grand public. Mesurons la chance que nous avons de pouvoir admirer ce chef-d'œuvre de l'art roman du XIe siècle. Elle est certainement l'unique rescapée d'un type d'œuvre que possédaient les élites aristocratiques de l'époque. En 1476, l'inventaire du trésor de la cathédrale de Bayeux décrit son usage en tant qu'objet d'église. Pendant 7 siècles, on l'oublie. Et en 1794, elle est saisie au nom de la nation par la Commission des arts de Bayeux. Et c'est là que l'on remercie maître Léonard Lambert Le Forestier parce qu'en 1792, il la sauve du découpage. Eh oui, on voulait s'en servir pour bâcher les chariots des soldats. La tapisserie de Bayeux a beaucoup voyagé, dans différents lieux à Bayeux et en France. Mais depuis 1983, elle est exposée dans l'ancien grand séminaire de Bayeux, l'actuel musée de la tapisserie. Quelques chiffres. La tapisserie comporte 58 scènes, 25 se passent en France et 33 en Angleterre. 10 scènes évoquent la bataille d'Hastings. Elle est composée de 9 pièces de toile de lin qui sont assemblées sur une longueur de 68,58 mètres. 10 couleurs de fil de laine servent à représenter, avec des effets de perspective, les 626 personnages, 37 édifices dont le Mont Saint-Michel, 41 navires et enfin 202 chevaux et mulets. Œuvre laïque, œuvre de mémoire, œuvre allégorique, c'est aussi une œuvre mystérieuse sur bien des plans. Qui l'a commanditée? Qui l'a créée? Où a-t-elle été réalisée? Quand a-t-elle été conçue précisément? Qui sont certains des personnages qu'elle représente? Plus de questions que de réponses. Ce que l'on sait en revanche, c'est ce qu'elle raconte, à savoir les événements de la conquête de l'Angleterre en 1066 par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Pour ce premier épisode consacré à la tapisserie, j'ai tendu mon micro à Martin Bostal. Martin est docteur en archéologie médiévale de l'université de Caen-Normandie. Au sein du musée de la tapisserie, il est responsable du développement muséographique, c'est-à-dire qu'il a la charge de l'orientation des contenus scientifiques du musée et la façon dont ils sont transmis au public à travers la médiation. Devant la tapisserie, Martin nous raconte l'histoire de l'œuvre en elle-même depuis sa création à aujourd'hui. On navigue entre légende et réalité. Bonjour Martin. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ce merveilleux musée. C'est notre plaisir.
Donc vous allez nous parler de la tapisserie de Bayeux, donc à la fois de son histoire et de l'histoire qu'elle raconte. C'est ça. Donc il y a effectivement deux choses à distinguer dans la tapisserie de Bayeux, c'est-à-dire l'œuvre en elle-même, à la fois sa nature matérielle et l'histoire qu'elle raconte, mais également l'histoire de l'œuvre depuis sa conception, qui remonte vraisemblablement à la seconde partie du XIe siècle, jusqu'à nos jours. D'accord. Alors on commence par quoi ? Alors on commence nécessairement plutôt par l'histoire de l'œuvre. D'accord, je vous écoute. Alors, qu'est-ce que c'est la tapisserie de Bayeux ? Déjà, c'est un nom qui est erroné, puisqu'on l'appelle tapisserie de Bayeux, mais en réalité, ce n'est pas une tapisserie, c'est une broderie. C'est une broderie de fil de laine sur toile de lin qui a des dimensions absolument monumentales, puisqu'elle fait 50 cm de haut sur quasiment 70 mètres de long. C'est donc une œuvre tout à fait unique, qui est la seule œuvre de ce type à nous être parvenue. Elle date vraisemblablement de la seconde moitié du XIe siècle, en tout cas elle est nécessairement postérieure à 1066, puisque ce sont les événements de la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume, qui sera ensuite connu comme le Conquérant, qu'elle raconte, donc suite à la bataille d'Hastings ayant eu lieu le 14 octobre 1066, et elle a vraisemblablement été conçue dans la deuxième partie de ce XIe siècle. Alors comment est-ce que nous la connaissons, la tapisserie de Bayeux ? La première mention qu'on en connaît date de 1476, donc à la toute fin du Moyen-Âge, où elle est de manière certaine mentionnée dans l'inventaire du trésor de la cathédrale de Bayeux. On sait donc qu'à cette date de 1476, elle se trouve à Bayeux et elle est exposée une fois par an lors de la fête des reliques au mois de juillet dans la nef de la cathédrale de Bayeux. Pour tout ce qui concerne la date antérieure à 1476, c'est malheureusement une histoire inconnue, puisque on ne sait pas où était la tapisserie avant d'être à Bayeux. Est-ce qu'elle a été conservée à Bayeux depuis sa conception jusqu'en 1476 ? Est-ce qu'elle a transité par d'autres endroits ? On ne le sait pas. Tout ce qui concerne finalement sa réalisation, la personne qui en est le commanditaire, reste inconnue, puisqu'il n'y a pas, malheureusement, sur la tapisserie, de mention qui dirait « j'ai été faite par un tel, sur l'ordre de un tel, en l'année telle », ce qui serait évidemment bien plus pratique pour les historiens. L'origine qui retient généralement le consensus des historiens, le consensus, c'est-à-dire l'hypothèse qui est la plus communément acceptée, c'est que la tapisserie a été réalisée dans le sud de l'Angleterre, probablement dans le comté du Kent, où se trouve l'abbaye de Canterbury, et que le commanditaire pourra en être Odon de Bayeux, qui était le demi-frère de Guillaume le Conquérant, son demi-frère utérin, c'est-à-dire son demi-frère par sa mère, et que Odon, qui suite à la conquête a été nommé comte du Kent en Angleterre, aurait fait faire cette tapisserie pour magnifier, garder en mémoire les événements de la conquête de l'Angleterre par son demi-frère. Parmi les faisceaux de présomption que les historiens retiennent, il y a notamment le rôle qui est donné à Odon dans cette tapisserie, qui est un personnage qui revient plusieurs fois, qui a un rôle important, alors même que les sources littéraires contemporaines de la tapisserie, les chroniques, les histoires, ne donnent pas vraisemblablement forcément un rôle aussi important à Odon. Donc pourquoi est-ce qu'il a ce rôle aussi important dans ce document ? En ce qui concerne la localisation du Kent et peut-être de la proximité de l'abbaye de Canterbury, il y a la proximité stylistique de certaines figures de la tapisserie avec des manuscrits enluminés qui proviennent des ateliers de l'abbaye de Canterbury, qui montrent dans certains cas des figures semblables, des motifs semblables que l'on peut facilement comparer en pensant qu'ils ont été inspirés par des manuscrits présents dans la bibliothèque. Ce qui n'est pas un fait rare, puisque de toute manière, les enlumineurs, les artistes du XIe siècle, avaient pour habitude de copier des motifs, de copier même parfois des dessins entiers, et on retrouve ça dans la manière, par exemple, de dessiner les lances. Voilà, de la manière dont sont figurées les lances des cavaliers sur la broderie de Bayeux, la manière dont sont figurées les positions de certains personnages. Et on retrouve également des faisceaux d'indices dans le texte,
puisque la broderie de Bayeux comporte plusieurs tituli, c'est-à-dire des textes qui nous expliquent ce qui se passe dans les images, qui nomment certains personnages, et la manière dont ils sont écrits, ces tituli qui sont en latin, la manière dont ils sont écrits nous montre qu'ils ont probablement été conçus par un Français, mais sans doute copiés ensuite par des Anglais. Puisqu'il y a des termes, par exemple, le terme de cheval n'est pas écrit comme ecus, ce qui serait le latin pour cheval, qu'aurait utilisé un Anglais, mais écrit caballum, c'est-à-dire quasiment le français de cheval, ce que n'aurait pas utilisé un Anglais. Et il y a d'autres formules comme ça, mais par contre, il y a certaines formules, vraiment parfois dans les pronoms latins, qui montrent qu'il y a une confusion avec l'ancien anglais. Par exemple, l'utilisation de at à la place de had. Et là, c'est une erreur que n'aurait pas fait quelqu'un qui parlerait en langue romane. Donc, il y a un faisceau de présomption pour dire qu'il y a à la fois des Anglais derrière la réalisation et des Français, en tout cas des Français, peut-être des Normands, derrière la conception. D'accord, donc il serait intervenu après les Normands au niveau de l'écriture. Alors, les Normands auraient sûrement commandité, c'est-à-dire désigner le projet artistique de l'œuvre. C'est-à-dire réaliser en quelque sorte les textes, peut-être la maquette, puisqu'il y a nécessairement pour une œuvre de cette taille une maquette qui a été établie auparavant sur parchemin. Elle a été ensuite copiée sur ce support qui permettait de la rendre transportable et de la rendre ensuite exposable. Est-ce qu'elle a été faite d'un seul tenant ? Alors, la tapisserie, même si elle en a l'apparence, n'est pas faite d'un seul tenant. En fait, elle est composée de 9 laits. Et quand on sait où chercher, on peut voir la séparation entre les différents laits qui la composent. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'œil nu, pour une simple et bonne raison, c'est que, à part entre le premier et le deuxième lait, où il y a une séparation nette dans la broderie, ensuite, les broderies recouvrent la jonction des laits. Donc, les laits ont été assemblés, puis la broderie a été faite par-dessus. Donc, on pourrait dire, en ce sens, qu'elle a été faite en un seul tenant, puisque la broderie se suit. D'accord. Et sait-on si elle a été brodée par des femmes ? Alors, il y a toujours effectivement cette idée que, puisque c'est une broderie, ça serait nécessairement une œuvre de femme. C'est une idée qui est assez tenace, dont on peut trouver l'origine au XIXe siècle, au moment où on l'appelait la tapisserie de la reine Mathilde, avec cette légende qui pourrait dire que Mathilde, attendant le retour de Guillaume, tel Pénélope attendant le retour d'Ulysse, aurait brodé cette œuvre gigantesque en l'honneur de son mari. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça ce n'est bien sûr qu'une légende romantique. Et bien qu'on ne puisse pas affirmer que c'était davantage l'œuvre d'hommes que de femmes, on penserait quand même plutôt pour un atelier de brodeurs masculins. Ah oui, il y avait des brodeurs masculins. Bien sûr, enfin, des brodeurs, quoi. D'accord. Oui, effectivement, c'est pas la broderie, on a vraiment ce sentiment que c'est une activité féminine. Oui, c'est faux. C'est un préjugé, on va dire, contemporain. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué lorsque vous avez fait la visite, mais la broderie ne laisse que très peu de place aux femmes. Et oui, effectivement. Je crois qu'il n'y en a pas du tout d'ailleurs. La reine Mathilde n'est pas représentée. La reine Enid, donc la femme d'Édouard le Confesseur, est représentée. Ah oui, effectivement. Et de même qu'une femme anonyme, je parle là de la frise principale et non pas des bordures, de même qu'une femme anonyme lors de l'épisode du débarquement des troupes normandes en Angleterre. Et il y a également cette figure mystérieuse que je peux vous montrer qui est juste ici. Cette figure mystérieuse qui est celle d'Elgive, qui est bel et bien une femme dont on ne sait vraisemblablement rien. On ne connaît pas la raison de l'insertion de cette scène dans le reste de la tapisserie. Ça reste un des mystères de la tapisserie. Il y a énormément d'hypothèses qui circulent, mais on ne sait pas pourquoi, à cet endroit, donc à la scène 15, on nous dit que c'est là où sont Ainclair et Aelgiva. Pourquoi ? À quoi est-ce que ça fait référence ? Certains disent que lors de sa venue en Normandie, Guillaume aurait promis à Harold la main de sa propre fille. On sait que c'est sa fille, par contre. Ça aurait pu être, le nom Elgive aurait pu être un dérivé
d'un des noms, un dérivé, je veux dire, latin ou une orthographe anglo-saxonne pour une des filles de Guillaume. Mais ça reste une pure spéculation. On n'a aucune preuve de ça. D'accord. La seule, en fait, et ici on rentre un peu dans les détails, la seule preuve, le seul faisceau de piste qu'on aurait pour cette hypothèse, c'est que dans une source littéraire, je ne me rappelle plus si c'est dans Guillaume de Poitiers ou dans Guillaume de Jumièges, on nous dit que Guillaume avait promis à Harold qu'il épouserait sa fille s'il lui restait fidèle. Mais on ne sait pas si c'est cette scène qui est représentée ici. D'accord. La question que je me pose, donc ces scènes qui sont numérotées, oui. Est-ce que elles ont été numérotées à l'époque ou ça a été un rajout ? C'est un rajout puisque en fait, toute la bande supérieure, ce que vous voyez en haut parce que là je vous le montre, mais forcément dans le podcast, ça ne sera pas très Alors on va peut-être le décrire. Donc en fait, la tapisserie est composée d'une frise principale et dans sa partie supérieure et inférieure de marges qui illustrent soit des motifs géométriques, soit des animaux à la fois réels et fantastiques, mais aussi parfois des motifs allégoriques, voire même l'illustration de certaines fables d'Ésope. Par exemple, je pourrais vous montrer à quelques endroits, elle revient plusieurs fois, le corbeau et le renard. Qui n'est pas là forcément, il est là. Voilà. Vous voyez ici le corbeau et le renard avec le fromage. D'accord. C'est la plus connue. Il y a évidemment d'autres fables qui sont représentées et la question est toujours de savoir si elles ont été insérées là pour faire référence à ce qui se passe dans la bande principale. Au-dessus. Est-ce que c'est une manière de mettre en garde le lecteur, de lui montrer qu'il va y avoir tromperie sur quelque chose dans cette venue ici, ou est-ce que c'est une manière finalement parfois peut-être cachée, peut-être détournée de moquer l'action de Guillaume? En tout cas, il y a un sens allégorique à cette insertion, mais dont on ne possède pas la clé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement assez ambivalent. On ne sait pas pourquoi ça a été mis là et chacun peut y voir ce qu'il veut. Donc il y a beaucoup de mystères encore dans cette tapisserie. Il y a énormément de mystères. Ça fait catchy comme ça de dire que cette tapisserie a encore des mystères, mais c'est vrai, il y a des choses dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas la signification, parce que elle n'est pas livrée avec un mode d'emploi. Ouais. Donc, pour en revenir à la structure de la tapisserie, en bas de la tapisserie se trouve un galon qui est postérieur également, et en haut, une bande numérotée qui est également postérieure à sa réalisation, mais relativement ancienne tout de même. On pense, en tout cas dans les premiers croquis qui ont été dessinés de la tapisserie, quand elle a été redécouverte par le monde savant universitaire, donc au XVIIe siècle, la bande supérieure est déjà présente. C'est sans doute une bande qui a été rajoutée suite à la fabrication de la tapisserie lors d'une restauration qui aurait eu lieu au Moyen-Âge. D'accord. Les numéros eux-mêmes ont été adjoints plus tard. D'accord. Vraisemblablement au cours du XIXe siècle, peut-être au XVIIIe. Et donc l'idée, vous savez pourquoi ils ont été rajoutés ? En fait, les numéros correspondent simplement aux scènes qui sont délimitées par les écritures. Oui. Ici, la scène 15 correspond ici à cette scène. La scène 16 correspond à cette scène. Et ici, le duc Guillaume et son armée arrivèrent au Mont Saint-Michel. En fait, elles correspondent aux phrases. D'accord. Aux phrases qui ont été ajoutées aussi. Alors, les phrases, vous voulez dire en latin ? Oui. Alors, c'est un point extrêmement intéressant. Tous les tituli de la tapisserie, donc ces phrases en latin qui expliquent ce qui se passe, sont absolument contemporaines de la broderie. Parce que parfois, elles s'entremêlent quand on regarde le dos de la tapisserie avec le dessin. Ça nous montre qu'elles ont été faites en même temps. Et parfois, c'est même le même fil de laine qui est utilisé pour les lettres et pour le motif. D'accord. Donc, tout ça a été fait d'un seul tenant. Les lettres n'ont pas été rajoutées par la suite. Elles sont exactement contemporaines de la broderie des motifs. D'accord. Et donc, la frise qui est supérieure, donc qui représente souvent des animaux, Oui, c'est beaucoup d'animaux. C'est beaucoup d'animaux sur la frise supérieure. Oui, de la mythologie du Moyen-Âge. Du bestiaire du Moyen-Âge, un peu qui sort de l'imaginaire. Alors, la plupart des animaux sont des animaux existants. Vous avez des sangliers, vous avez même 2 chameaux. Ah oui. Et le reste sont des animaux plutôt imaginaires, fantastiques, des dragons, plus vraisemblablement ce qu'on appelle des vouivres. Il y a également un centaure.
je ne me rappelle plus exactement où il est. On a des poules, hein, des pans, non? Des pans. Sont des pans. Si, ce sont des pans. D'accord. Ce sont des pans, il y a des lions, effectivement, il y a des griffons. Et la question est aussi toujours de savoir... Ils sont là, les chameaux. Ah oui. La question est aussi toujours de savoir s'il y a une symbolique, c'est-à-dire si l'animal qui est représenté est associé à un des personnages de la bande principale. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le lion, qui est cette image à la fois de férocité et de majesté, est systématiquement associé dans l'image à Guillaume? À Guillaume, oui. En bas, on voit les métiers du peuple. Alors, ça, c'est très particulier. Effectivement, la bande inférieure a des motifs un peu plus variés que la bande supérieure. Elle présente aussi ces motifs d'animaux, ces motifs géométriques, mais quelquefois, elle est ponctuée de scènes de la vie quotidienne. Et ça, pour l'historien comme pour l'archéologue, c'est extrêmement intéressant, puisque ce sont des représentations de certaines innovations technologiques, comme ici la herse, comme ici l'arère, qui nous montrent dans une représentation des travaux, des champs, en fait, qui nous montrent autre chose que le simple, on va dire, récit d'un épisode guerrier qui est principalement livré entre les membres de l'aristocratie. Il y a des scènes de chasse, ici une scène de chasse à l'ours ou au sanglier, ici une battue. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi est-ce que... Ils sont ici, les centaures. Ah oui. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi est-ce que ici le motif change et pourquoi est-ce que l'artiste s'est donné la peine de représenter ces scènes de la vie quotidienne. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que là on est au tout début de la tapisserie, mais dans la seconde partie, dans toute la bande inférieure qui est sous la représentation de la bataille d'Hastings, la bande inférieure change et ne représente finalement les morts de la bataille. Les morts, ou alors les morts en train de se faire dépouiller, les équipements brisés. Et finalement, le récit principal prend le pas sur cette bande. Oui, effectivement. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant, ça veut dire quelque chose forcément, mais on ne sait pas. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on ne sache pas. Ça garde son secret. Peut-être pour décrire un petit peu mieux aussi en tout cas aller plus loin dans la description, moi ce qui m'a aussi stupéfaite, c'est les couleurs qui sont... Alors j'imagine que la tapisserie a été restaurée, mais est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces restaurations? Parce qu'aujourd'hui, elles sont... Les couleurs restent vives. Alors les couleurs restent effectivement vives. Il y a des scènes qui ont été lourdement restaurées. Ce ne sont pas des restaurations récentes, mais des restaurations qui ont eu lieu dans la seconde partie du 19e siècle. D'ailleurs, aujourd'hui, avec une part, on va dire impondérable du vieillissement de la laine, on distingue mieux ces laines de restauration, parce qu'elles ne vieillissent pas pareil à la lumière que les laines d'origine. Donc on peut facilement voir quels endroits ont été restaurés. Ce qui est sûr, c'est que la tapisserie, qui a quasiment 1000 ans, a subi, c'est évident, les outrages du temps, et que les couleurs se sont affadies. Elles sont beaucoup, beaucoup moins vives que ce qu'elles ont pu être lors de sa conception. Il faut imaginer des rouges, des bleus et des verts beaucoup plus vifs. Oui. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est toujours impressionnant avec la tapisserie, c'est que quand on la voit, on a tendance à aller se coller le nez dessus pour voir les détails. Et finalement, à force d'habitude, on se rend compte que c'est une œuvre qui est plus belle de loin. D'accord. Elle est faite pour être vue de loin. D'ailleurs, on ne brode pas une œuvre de plus de 70 mètres de long, parce que je rappelle qu'elle faisait plus de 70 mètres, parce qu'il manque la fin. Ah, il manque la fin. Ah, nous pas effectivement, vous n'avez pas vu lors de la visite. Alors, il manque la fin de la tapisserie. On a un début qui est clairement identifié, même s'il a été lourdement restauré. Mais nous n'avons pas les scènes finales. Donc, elle faisait plus de ces 70 mètres de long. Et l'histoire se poursuivait vraisemblablement, puisque en fait, là, l'histoire telle qu'on la voit s'arrête très peu de temps après la mort d'Harold et la fin de la bataille d'Hastings. La dernière phrase, le dernier tituli de la tapisserie, nous disant que les Anglais s'enfuient. L'hypothèse la plus communément admise est que la tapisserie faisait une sorte
Non. Non, même pas. Non. En fait, que la narration était quasiment pensée comme un cycle, c'est-à-dire qu'elle commence par Édouard, donc le roi d'Angleterre, en majesté sur son trône, et on pense qu'elle devait se terminer par le couronnement de Guillaume, qui devenait le nouveau roi d'Angleterre. Ça a du sens. Ça, c'est ce qui semblerait le plus logique. Ouais. Après, on ne sait pas combien de scènes intermédiaires séparaient la fin de la bataille d'Hastings de ce couronnement. Est-ce que c'était immédiatement ensuite ? Est-ce qu'il y avait d'autres épisodes narrés ? Puisqu'on sait par les textes, par les chroniques, que suite à Hastings, Guillaume a dû également batailler pour prendre Londres, qui a fini par se rendre et ouvrir ses portes, et que finalement, la bataille d'Hastings a lieu le 14 octobre 1066, et Guillaume est couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066. Donc il y a quasiment 2 mois, peu plus de 2 mois, entre la fin de la bataille et son couronnement. Ouais, d'accord. Donc l'histoire n'est pas tout à fait complète. Et ça, on en est sûr pour le coup. On est sûr qu'il manque un bout. On est sûr et certain qu'il manque un bout, puisque l'état de la tapisserie montre clairement qu'il manque un bout. D'ailleurs, les dernières scènes ont été vraiment lourdement restaurées. Le style n'a plus grand-chose à voir, et on pense que les restaurateurs ont sans doute interprété certaines formes déjà présentes pour essayer de restaurer certains motifs. Mais ça se voit véritablement visuellement. C'est très visible. On peut aller voir si vous voulez. Oui. On va passer directement du début à la fin. Ouais. Bonjour. Bonjour. Hop. Voilà. Donc là, ça m'avait frappé, en effet. Là, on voit bien qu'il manque des choses. Donc là, on est à la toute fin. Donc Harold meurt sous la scène 57. Il nous dit ici, le roi Harold fut tué. Il est là. Et ensuite, la dernière phrase, c'est « Et les Anglais prirent la fuite ». Mais on voit que dans les derniers motifs de la tapisserie, en fait, tout ce que vous voyez ici, qui est d'une couleur un peu plus vive, sont en fait des motifs de restauration. Des restaurations du 19e ? De restauration du 19e siècle. Malheureusement, en termes de conservation, en termes de connaissance de l'œuvre, on ne sait strictement rien. On sait que l'œuvre a été restaurée, puisqu'il y a des constats, des illustrations, des copies de l'œuvre qui nous montrent son état avant restauration, mais on ne sait pas où elle a été restaurée au 19e siècle et par qui. Par exemple, ici, on voit clairement la différence entre la laine originale et la laine de restauration, qui devait, au 19e siècle, être similaire. Ils n'ont pas choisi une laine d'une couleur différente, mais elles n'ont pas vieilli pareil. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Elle a été exposée une fois par an donc, dans la cathédrale de Bayeux. On sait, quand on l'a retrouvée, effectivement, qu'elle était exposée une fois par an lors de la fête des reliques. Et elle a été conservée dans la cathédrale de Bayeux, à l'occasion étudiée par certains érudits de passage, jusqu'à la Révolution française. Elle était conservée dans un coffre spécial. Elle a été conservée dans un coffre qui, malheureusement, n'a pas grand-chose de spécial. Ah bon ? Enfin, je veux dire, il était dédié, c'est ça que je voulais dire. Elle était effectivement dans un coffre en bois. Et d'ailleurs, ça peut vous surprendre, mais la tapisserie, finalement, une fois repliée pour entrer dans ce coffre, n'est pas si grande que ça. Ça reste du lin et de la laine, et ça tient tout à fait dans un coffre qui doit faire 50 cm sur 1 mètre. D'accord. On peut le voir, ce coffre. Oui, effectivement, il est dans le trésor de la cathédrale à Bayeux. Voilà. Donc, enfin, il n'a rien de spécial. Donc. Non, c'est un coffre. C'est un coffre. Voilà. Donc, elle a été conservée. Alors, la légende dit que lors de la Révolution française, certains soldats aient voulu s'en servir comme bâche pour protéger des chariots, et qu'elle a ensuite été sauvée par un érudit local qui a reconnu une œuvre de grande valeur et l'a fait mettre en sûreté. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a ensuite été envoyée à Paris, et elle a été exposée au Louvre sur la volonté de l'empereur Napoléon Bonaparte, et qu'elle a ensuite été restituée à la ville de Bayeux. Pourquoi est-ce qu'elle a été étudiée par Bonaparte ? Parce que ça correspondait à son projet, lui aussi, d'aller débarquer en Angleterre, et que finalement, Guillaume le Conquérant, en 1066, a été le seul à réussir cet exploit, c'est-à-dire à prendre pied en Angleterre et à prendre le pouvoir et à y rester durablement. Elle a été ensuite restituée à la ville de Bayeux et confiée aux bons soins des habitants de la ville qui en ont la garde. C'est une propriété de l'État, puisque c'est un objet qui est classé monument historique. D'ailleurs, c'est le premier objet classé monument historique, le premier objet transportable, j'entends, mobilier, et non pas uniquement un bâtiment. Et elle est restée ensuite à Bayeux
de 1803 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Là, les choses se compliquent un petit peu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été, on va dire, extraite par une section de l'ANRBE, l'ANRBE étant une section de la Waffen-SS qui avait pour mission la sauvegarde et l'étude des objets d'art, mais dans un projet qui était un projet de recherche, on va dire, de la race supérieure, vous voyez, de la culture aryenne. Et c'est dans cette optique qu'elle a été étudiée par les savants de la NRBE. D'abord à Bayeux, puis à l'abbaye de Juémondé, à 10 km de Bayeux. Quand les menaces de débarquement alliés se sont fait sentir en Normandie, elle a été mise en sécurité par les autorités allemandes. Tout d'abord au château de Sourches, dans la Sarthe, puis en 1944 au Louvre. Et suite à la prise de Paris par les troupes alliées, elle est finalement restée au Louvre. Elle n'a pas été emmenée par les Allemands. D'ailleurs, rien ne dit que les Allemands avaient, pour objectif, de l'emmener. C'est plutôt une mise en sécurité. Il n'y avait pas véritablement de vocation d'emmener ces œuvres d'art pour en faire quelque chose. Ce qui était important, c'était de les étudier. Là, au Louvre, elle a été exposée en 1944. Elle a été donc exposée au Louvre et elle a été ensuite restituée à la ville de Bayeux. Alors, si on en revient au temps de Guillaume et d'Odon, quel était... Alors, déjà, Guillaume l'a connue, la tapisserie, enfin la broderie. C'est une excellente question. Est-ce que Guillaume le Conquérant a déjà posé les yeux sur la broderie ? C'est vraisemblable. Guillaume le Conquérant donc, est mort en 1087. Ouais. Et durant la fin de sa vie, donc les 21 dernières années où il était à la fois duc de Normandie et roi d'Angleterre, il n'a cessé de faire des voyages entre la Normandie et l'Angleterre pour administrer à la fois son duché et son royaume. Si vraisemblablement la tapisserie a été réalisée sous le patronage d'Odon, donc le demi-frère de Guillaume, ça n'a pu être qu'avant 1082. Pourquoi ? Parce qu'en 1082, Odon tombe en disgrâce auprès de son frère et il est emprisonné. Donc, il n'a sans doute pas pu la commanditer depuis sa prison. On a souvent donné la date de 1077 pour la réalisation de la tapisserie parce que c'est la date à laquelle a été consacrée la cathédrale de Bayeux. Et on a souvent voulu faire correspondre cette inauguration de la cathédrale en quelque sorte avec l'exposition de la tapisserie. Tout ça, ce n'est qu'expectative, on n'en sait rien. On n'en sait pas. Voilà. Mais on donne souvent cette date entre, on va dire, forcément 1066 et 1082, date de la disgrâce d'Odon, si c'est bien Odon qui en était le commanditaire. D'accord. Et donc, Guillaume, il est mort en 1087, donc de toute manière, entre 1066 et 1000... Vous venez de me dire 87 pour le mois ou 82 82, pour forcément, la disgrâce il l'a vu. Il l'a probablement vu. Il faut penser. Si elle a été réalisée de son vivant, il l'a vu. C'est une œuvre qui est intéressante parce que par rapport à toute la production iconographique de la période, c'est une œuvre qui est profondément laïque. Dans le sens où la plupart de la production iconographique qu'on trouve dans les manuscrits enluminés est une œuvre à dimension religieuse. C'est majoritairement des illustrations de la Bible et de l'Ancien Testament. Là, on est dans une œuvre qui est extrêmement laïque, dans laquelle la part du religieux est finalement très réduite, qui raconte un événement qui a été vécu par les témoins. On est vraiment dans la volonté de mettre en mémoire quelque chose pour s'en souvenir, mais aussi, sans doute, pour démontrer quelque chose. Elle était faite pour être exposée, elle était faite pour être vue, pour être lue, commentée. Et qu'est-ce qu'elle démontre, finalement, cette tapisserie ? Elle démontre que Guillaume était dans son droit de partir à la conquête de l'Angleterre. En fait, elle vient justifier son action, puisque
on voit Harold lui prêter serment. La tapisserie est d'ailleurs assez habile sur ce point parce qu'elle ne nous donne pas la teneur exacte du serment. Elle nous montre juste qu'ensuite, Harold bafoue ce serment en prenant le trône d'Angleterre alors qu'il l'aurait vraisemblablement promis à Guillaume. Et ensuite, on voit Guillaume préparer une expédition et partir en guerre pour reprendre ce qu'il estime être son droit, c'est-à-dire le trône d'Angleterre qui lui aurait été confié par Édouard le Confesseur. Donc cette œuvre monumentale, elle vient justifier cette entreprise. Mais forcément, elle vient justifier l'entreprise du vainqueur. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Par les vainqueurs. D'accord. Et donc, le fait de la concevoir, enfin de créer cette œuvre, c'était pour revendiquer des choses, pour justifier auprès de qui ? Alors, malheureusement, ça, c'est une question qui est extrêmement complexe, dont on n'a pas la réponse. Il faut penser que le règne, finalement, de Guillaume en Angleterre, après 1066, est assez complexe, puisqu'il doit faire face à différentes révoltes de la part des anciennes élites anglo-saxonnes, qui n'acceptent pas forcément l'autorité des Normands. Et le ton de Guillaume va énormément se durcir sur la fin de son règne. D'ailleurs, on assiste à une véritable purge des élites aristocratiques anglo-saxonnes et un remplacement finalement par les Normands. La plupart des grandes familles normandes qui ont suivi Guillaume en 1066 se voient ensuite possessionnées dans toute l'Angleterre et en fait prendre le relais de l'autorité. Donc on a un royaume qui est anglo-saxon mais des autorités qui sont normandes. Ce qui n'est pas sans entraîner des frictions entre les deux. Forcément. D'accord. En tous les cas, on présente la tapisserie comme une sorte de bande dessinée, donc pour qu'elle soit accessible à tout le monde et notamment au peuple qui ne lisait pas. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas juste ? Moi, c'est un parallèle qui me gêne toujours un petit peu. Je comprends tout à fait pourquoi est-ce qu'il est fait. Mais ce n'est pas une bande dessinée dans le sens où il n'y a pas de cases, même si elle est découpée en scènes. La narration est finalement continue d'un bout à l'autre, sans séparation, ou lorsqu'il y a séparation, c'est fait de manière habile par soit un élément végétal, un arbre, soit un élément architectural, un bâtiment qui va délimiter deux scènes. Donc ce n'est pas exactement une bande dessinée. Ensuite, de savoir si elle était accessible au peuple. Ça, c'est tout à fait intéressant comme question. Est-ce qu'elle était exposée pour être visible par le peuple ? Ou est-ce qu'elle était réservée à être admirée par des élites qui pouvaient, d'une part, la lire et d'autre part, comprendre ce qui était raconté. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment en faire une œuvre de propagande qui a été montrée au peuple à la fois normand et anglo-saxon pour leur justifier la conquête. À mon avis, elle a plus cette orientation de mise en mémoire pour se rappeler et plus propre au cercle aristocratique. Donc comme un livre, en fait. Comme un livre, mais de toute façon, le parallèle avec le livre est plus pertinent que le parallèle avec une autre œuvre, puisque finalement, même s'il y a énormément d'illustrations, ça reste un commentaire textuel. D'ailleurs, elle est très très curieuse, de la tapisserie, parce qu'il n'y a aucune date dessus. Il n'y a aucune date et il y a très peu de noms de personnages. Ce qui fait que si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de l'Angleterre, si vous n'êtes pas familier avec les quelques personnes dont on vous donne le nom, et si vous tombez dessus, vous ne savez absolument pas de quoi ça parle. Ça, c'est curieux. Oui. Je veux dire, on sait que c'est 1066 parce qu'on sait que c'est Hastings, parce que Hastinga est noté quelque part dans le texte. On sait que c'est Guillaume, on sait que c'est Harold, on sait que c'est Édouard, et heureusement, on a des textes contemporains qui nous renseignent sur le contexte, qui parfois d'ailleurs contredisent certains éléments de la tapisserie, ou alors c'est la tapisserie qui contredit certains éléments des textes. Est-ce que la tapisserie a servi d'inspiration pour ces textes ? Est-ce que les textes ont servi d'inspiration pour la tapisserie ? Dans la mesure où on ne connaît pas les dates parfois des textes et de la tapisserie, c'est extrêmement compliqué de trancher. Ouais. Finalement, il y a plus de questions que de réponses. Toujours. Toujours. Mais c'est ça qui est passionnant, effectivement. D'accord. Donc, effectivement, il faut se méfier de ce qu'on lit. Il faut accepter. De ne pas savoir. Il faut accepter qu'on ne saura jamais tout. Qu'on ne saura jamais tout à propos de la tapisserie, qu'il y a beaucoup de choses qui restent des hypothèses qui font couler énormément d'encre. La tapisserie de Bayeux, enfin la broderie de Bayeux,
est sûrement l'œuvre artistique du Moyen-Âge qui a le plus fait couler d'encre. Il y a une bibliographie à la fois universitaire, de savants, mais également d'amateurs, de romanciers, de bandes dessinées, qui est absolument hallucinant. D'ailleurs, la tapisserie, elle est absolument partout dans l'iconographie du Moyen-Âge. Elle sert à des couvertures de livres, on la voit dans des films, on la voit dans des jeux vidéo. Et c'est vraisemblablement... Dans la série Game of Thrones aussi. Est-ce qu'elle est dans Game of Thrones? Je ne sais plus. Sur votre site internet, vous en parlez à un moment... non, comme illustration, non? Alors, elle est dans... Il y a une tapisserie Game of Thrones, ça c'est encore autre chose, c'est que la forme de la tapisserie et son style général a souvent été réemployé pour faire d'autres tapisseries. C'est-à-dire une tapisserie Star Wars qui reprend le même procédé iconographique mais qui raconte l'histoire de la guerre des étoiles. La même chose avec Game of Thrones. Il y en a énormément et on nous découvre, nous, tous les jours. D'ailleurs, au musée, ça nous fait beaucoup rire, ça nous intéresse parce qu'en fait on recense toutes ces tapisseries et on les conserve quelque part, pas de manière matérielle, mais on en conserve l'image pour se rappeler. D'accord. Mais c'est sans doute une œuvre qui, plus que toute autre œuvre, symbolise finalement le Moyen-Âge. D'accord. Donc une œuvre marquante par sa taille, par finalement les mystères qu'elle nous laisse. En tous les cas, est-ce que ce type de... Alors, je ne vais pas dire tapisserie, parce que je vois qu'à chaque fois, vous utilisez le mot broderie. C'est une broderie. Voilà. Oui. Est-ce que ce style de broderie, il y en a eu d'autres, ou justement, c'est aussi pour ça qu'elle est... Est-ce que la tapisserie... Non, je ne vais pas y arriver. La broderie de Bayeux est-elle exceptionnelle, ou c'est quelque chose que l'on voyait? Elle est exceptionnelle parce qu'elle est venue jusqu'à nous, parce qu'on l'a conservée. Vraisemblablement... Il y avait d'autres œuvres de ce type qui devaient orner les murs des palais aristocratiques, parfois des monuments ecclésiastiques. C'est sans doute là l'une des rares, la seule en fait survivante d'un type d'œuvre dont on ne connaît pas grand-chose parce que finalement ce sont des matériaux qui sont très fragiles, ce n'est que du lin et de la laine, sujet au périssement, aux incendies, aux insectes, à tous les outrages du temps. Donc c'est vraisemblablement la dernière rescapée d'un type d'œuvre qui n'était pas forcément tout aussi monumentale, mais qui probablement était, faisait partie du commun des élites aristocratiques du Moyen-Âge central. On pourrait rester des heures à admirer cette œuvre, tant elle est immense dans tous les sens du terme. Déjà, elle mesure près de 70 mètres. Et puis, elle captive par ses récits imagés, un peu dans le même esprit de celui des vitraux. Réussirez-vous à repérer certains personnages et autres animaux réels ou imaginaires, des paons, des chameaux, des lions, des griffons, des centaures? À vous de jouer lors de votre prochaine visite. La semaine prochaine, on se retrouve au musée, toujours devant la tapisserie, pour évoquer cette fois-ci en détail les récits qu'elle nous livre. Vous êtes encore là? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller encore plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci, à très vite.